the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Bonjour tout le monde, nous voici dans un 11e podcast enregistré par la page Facebook Bilbo le Hobbit. Je suis accompagné de David. Hello. Marie. Bonjour. Florian. Salut. Et Martin, comme d'habitude. Et il y a deux nouveaux invités, qui ne sont autres que Florian. Salut à tous. Et Louis. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors Florian, tu vas te présenter, nous expliquer un peu ta vie. Je m'appelle Florian, j'ai 27 ans, donc j'habite en Suisse, dans un petit village. Je suis imprimeur. Comment es-tu tombé dans le chaudron de Tolkien? Alors c'est pas très original, c'est un peu comme tout le monde, grâce au film de Peter Jackson. Un jour je suis tombé sur la bande-annonce et en une seconde j'ai compris que c'est un truc qui allait me plaire pour longtemps. Et ça te plaît toujours? Et ça me plaît toujours. D'accord, Pour le roman, tu as lu quoi de l'univers de Tolkien? Donc j'ai lu la trilogie du Seigneur des Anneaux, j'ai lu Bilbo le Hobbit, j'ai lu les contes et légendes inachevées, le Silmarillion, même s'il va falloir que je m'y remette, parce qu'une fois ça suffit pas. J'ai aussi lu le livre avec Tom Bombadil. Ah. J'ai eu beaucoup de peine. Quand même. Et les enfants de Húrin, tu l'as pas lu? Non, celui-là, ça sera le prochain. Donc Louis, c'est à toi, allez, c'est à toi. Ben moi je suis en études de musique ancienne à Aix en Provence. Bon après voilà, j'ai 20 ans, moi je suis tombé dans le chaudron de Tolkien quand j'étais petit, voilà, comme Obélix. Et en fait c'est mon père qui me lisait Bilbo le Hobbit quand j'avais 5 ans. Bon voilà, il m'a fait commencer tôt et après bon, j'ai enchaîné, il m'a lu le Seigneur des Anneaux quand j'avais 6 ans et puis après voilà, il y a eu les films et j'ai enchaîné jeux de rôle, jeux de figurines, jeux vidéo et tout. En gros, c'est un héritage familial, Tolkien. Ouais. Voilà. Au menu de ce 11e podcast, nous retrouverons le tour de l'actu avec les interviews de Luke Evans. Moi, je pense qu'ils vont exploiter Bard à ce moment-là, justement, quand ils arrivent à la ville. Des clandestins arrivés en tonneau. Et le casting de Bolg. Moi, je trouve que c'est plus intéressant que l'acteur le plus charismatique, le plus expérimenté joue Bolg plutôt qu'Azog. Les débats avec les 10 minutes projetées à la CinemaCon où nous parlerons du Conseil Blanc. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même excellent en quelque sorte d'élargir un peu le background du film. De Radagast. Le traîneau, quoi. Le traîneau, ça va faire bientôt. De la scène des trolls. Ce qui va être dur, je pense, c'est de s'habituer à des trolls qui parlent. Du passage dans Dol Guldur. J'espère qu'on va pas être amené à penser que c'est Gandalf qui tue Thrain, en fait. Et des scènes de la forêt de Mirkwood. Ah, mais le problème, c'est que ça va minimiser l'action. Bilbo. En fait, Bilbo, ça va être un putain de figurant, le mec. Et un débat autour du 48 FPS. En fait, le problème, c'est que ça prend une tournure de projet expérimental d'après le journaliste. Et enfin, le question-réponse. Ça me paraît bizarre, c'est vraiment le truc pour annoncer le pitch, quoi. Pourquoi les nains ont la haine, pourquoi ils ont envie de récupérer leur trésor, quelle est leur motivation, quoi. Alors à présent, nous allons en venir aux news du film. Alors on a deux news autour de Luke Evans. En fait, la première, c'était il y a quelques temps, en fait, ils apprenaient qu'il serait présent dans les deux films. Donc ça nous donne des petites indications au niveau de la césure. Je pense que ça se confirme de plus en plus que on verra au moins l'arrivée des nains à Esgaroth. D'ailleurs, quand on suit un peu ce qu'on a vu dans les blogs, il faut croire que Peter Jackson nous montre uniquement ce qu'on verra dans le premier film. La preuve, lors de l'avant-dernier vlog ou du dernier, il nous a dit qu'il ne montrait pas Esgaroth, en tout cas à l'intérieur d'Esgaroth, parce qu'en fait ça figurait dans le deuxième film. La deuxième interview, en fait, les plus récentes, c'est une interview qui avait été donnée au magazine Total Film, où Luke Evans, en fait, expliquait que son personnage, donc Bard, serait beaucoup plus présent, en fait, dans la version film que dans la version roman. En fait, il dit, disons les choses de cette façon, je tire vraiment beaucoup de flèches.
par rapport à cette phase-là, est-ce que ça sera essentiellement des rajouts par rapport à des scènes d'action, ou est-ce l'équipe profitera d'approfondir un peu le film via des scènes de dialogue ou autre en fait, hein. En gros, c'est est-ce qu'il va surexploiter le personnage ou est-ce qu'il va le faire combattre un peu plus longtemps aux côtés de Smaug? On peut pas vraiment parler de surexploitation parce que je trouve que ça rééquilibre un peu la balance par rapport justement à des personnages comme Legolas qui devait pas être là à la base, qui fait un caméo et qui a un rôle plus important que prévu, et Toriel qui n'existe pas du tout et qui a aussi un rôle assez important. Donc c'est légitime qu'un personnage qui existe dans le livre ait un rôle plus développé, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous les autres. Je suis assez d'accord avec toi. Oui. Bah peut-être des flashs à la bataille des 5 armées aussi, hein, s'il a un rôle important. Oui, de toute façon, c'est vrai qu'il s'est pas développé plus que ça. D'ailleurs, en général, les combats dans les romans de Tolkien sont assez... ça dure quelques pages, hein. Même la bataille du champ des Pelennor, ça dure un chapitre, ça dure pas... même pas. Ça doit durer 5-6 pages, et dans les films, ça dure très très longtemps. Donc c'est normal qu'il développe la partie combat. Mais j'espère qu'il en profitera aussi pour développer la partie personnage en lui-même, avec des scènes de dialogue... notamment peut-être introduire... on va peut-être introduire le personnage de Balin qui a été casté pour faire son fils, etc. Il y a une image où on voit Kili saisir une pierre quand ils arrivent à Esgaroth après être sortis des tonneaux. Mm-hmm. Et je pensais que ça serait peut-être possible justement s'ils veulent étoffer le personnage de Bard, que j'ai l'impression que dans le film les nains vont être accueillis entre guillemets par les soldats d'Esgaroth. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu vraiment, parce qu'il y a quelque chose en face, donc je pense que c'est possible par exemple que Bard soit présent à ce moment-là. C'est vrai que Bard c'est un peu le général d'Esgaroth, c'est lui qui a le commandement des armées, donc c'est peut-être l'équivalent de Toriel, mais pour la ville. My God, quel comparatif. Je fais pas exprès. En même temps, c'est bien expliqué dans le livre que les mecs d'Esgaroth ils se souviennent très bien de comment c'était quand il y avait les nains avant, et que c'était une période beaucoup plus prospère pour eux, donc ils sont contents de les revoir d'une certaine manière. Voilà. C'est vrai que normalement les nains pénètrent dans Esgaroth sans combat, sans rien, donc après c'est peut-être... Mais bon, en même temps, ça reste des étrangers. Enfin, je veux dire, t'as des mecs qui débarquent comme ça sur les rives de ton royaume, qui te posent des questions. Donc c'est normal, je pense qu'ils vont exploiter Bard à ce moment-là, justement, quand ils arrivent à la ville. Des clandestins arrivés en tonneau. Voilà, tout à fait. C'est quand même peu banal. Florian l'invité, est-ce que tu penses que les nains auront un accueil amical ou... J'ai pas l'impression. Faut garder toujours un peu de tension dans ce genre de scène. Je pense pas qu'ils vont être accueillis à bras ouverts. Les nains sont jamais accueillis chaleureusement. Voilà. Déjà. Tolkien. Alors, depuis quelque temps, nous avions des craintes quant à la non-participation de Bolg. On a Conan Stevens qui devait jouer Azog, mais on n'avait personne pour jouer Bolg. Alors, figurez-vous que The One Ring a envoyé un message ou un mail à l'agence de casting de Bilbo le Hobbit, et ils les ont avertis que Azog serait joué par John Hawes et que Conan Stevens incarnerait Bolg. Donc, il y a eu une inversion de rôle. Donc, Conan Stevens devait auparavant jouer Azog, jouera Bolg, et un petit nouveau, John Hawes, jouera Azog. Il faut juste préciser, justement, il y a pas longtemps, il y avait une news aussi, en fait, qui nous confirmait que le personnage était présent, en fait. C'était une news sur les produits dérivés, où justement, il y avait un article, un produit, en fait, qui s'appelait Bolg, en fait. Donc, on savait déjà que le personnage allait être là, en tout cas, on s'était fortement suggéré. Et là, maintenant, en fait, on apprend que, justement, c'est pas vraiment Bolg qui a été casté, c'est Azog, mais bon, bref, voilà, on a bien le personnage de Bolg qui est incarné par Conan Stevens. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plus intéressant que l'acteur le plus charismatique, le plus expérimenté joue Bolg plutôt qu'Azog, parce que, théoriquement, Bolg sera plus présent que Azog dans le film, en fait. Je pense qu'Azog, on va le voir lors d'un caméo, c'est tout, donc dans la bataille d'un tumulte bizarre, donc il vaudrait mieux surtout qu'il est vraiment imposant, qui fait... Voilà, c'est vrai que John Rawls, lui, il est assez, plutôt maigrichon. Il a plus un physique de gobelin, l'autre visage fin, émacié et tout. Oui, il voit mal faire un gros chef, quoi. Il a 90, mais il a un gabarit assez fin, quoi. Avec le maquillage, etc., à mon avis, ils vont pouvoir le faire ressembler à une marmule, quoi. C'est vrai ce que je disais, Florian, l'admin, c'est que il a déjà une gueule, en fait, le fait, je sais pas si c'est sa petite cicatrice sur l'œil qui fait que... ça fait tout, hein. Voilà. Est-ce qu'ils vont la retranscrire par-dessus le maquillage en 3D? Il y a de chance, il y a des chances, je pense. Hein. La marque de fabrique. Parce que Conan Stevens, honnêtement, pour l'avoir vu dans Le Trône de Fer, dans Spartacus, je crois que c'est essentiellement là-dedans que je l'ai vu, il a vraiment un physique
il est super grand, je crois qu'il fait plus de 2 mètres, il est super imposant, vraiment, voilà, je crois que même sans maquillage, c'est déjà quelqu'un d'impressionnant, quoi. Et aussi, Bolg, je veux dire, si on met Conan Stevens en tant que Bolg, il est bien plus crédible pour être un chef ou un gros combattant que Azog, qui va plutôt être je veux dire, quand on voit Conan Stevens, ce mec, c'est une montagne de muscles, donc D'ailleurs, son nom dans Game of Thrones, c'est la montagne, en fait. Et ce qui est bizarre là, c'est qu'on a encore eu une erreur de communication et de la part de la production. Oui, d'ailleurs, dans le blog numéro 2, c'est précisé que Conan Stevens jouait Azog. Ça, du coup, quand j'ai vu la news, moi aussi, j'ai été vérifié, je me suis dit, jusqu'à maintenant, c'était bien Azog, même dans les blogs, on le voyait, et effectivement, c'est bien le cas, quoi. Donc voilà, encore une erreur de la production, donc on va pas les blâmer, mais bon. Il y a un autre c'est vrai que, pour moi, théoriquement, moi je pensais vraiment que ce serait le même acteur qui jouait les deux, parce que finalement, ils ont, sous un maquillage, je veux dire, voilà, on verrait pas la différence. Et pour moi, je trouvais logique que Azog et Bolg aient le même physique, quoi, parce qu'ils sont tous les deux décrits comme des grands orques bien découplés, super impressionnants. Mais au final, du coup, ce sera pas forcément une erreur, puisque, on vient de dire, c'est quand même plus rassurant, dans le fait que Conan Stevens joue pas. Non, mais je veux dire, pour moi, ils avaient le même physique, quoi. Il n'y en avait pas un qui était plus mince que l'autre. Donc il y en a. Non, ce qui est rassurant, c'est obligé qu'au de moins les différencier de toute façon. Bah, au moins au niveau du visage, on va dire. Bah ouais, puis même, je sais pas, genre déjà ils peuvent diversifier leur équipement ou mettre des colfichets, des machins qu'on les reconnaisse. Comment dire, même avec, voilà, avec le même acteur, quoi. Donc, voilà, mais une petite marque qui les différencie. Ils vont peut-être le rembourrer beaucoup, Azog. Bibodog. Non, bah après on verra. Déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'au moins le personnage a été rajouté, quoi. C'est Ouais, complètement. Après, on pourra, à la sortie du premier film ou même du deuxième, on verra en fonction d'eux, on pourra vraiment discuter sur le design du personnage. Mais dans l'immédiat, ça reste une bonne nouvelle pour les fans, quoi. Vous voilà vraiment rassuré, parce que c'est vrai que Dain et Bolg, c'était les deux personnages qui pendant longtemps n'avaient pas été castés, et là maintenant, il y a entre Billy Connelly qui joue Dain et John Rawls qui joue Azog et Conan Stevens qui joue Bolg. En fait, on a tous les protagonistes qui ont été castés, donc c'est vraiment bien. Alors à présent, nous allons venir aux 10 minutes projetées à la CinemaCon. Alors la CinemaCon était un grand rassemblement de propriétaires de cinéma. Alors 10 minutes du film ont été projetées dans ce rassemblement. Et un journaliste, qui n'est autre que Quickbeam, nous a énuméré un peu les scènes projetées. Alors attention, spoiler. Alors Florian, à toi. Tu peux commencer par le conseil blanc. Alors, le conseil blanc, donc cette scène, je vais vous faire une petite description. Donc alors dans cette scène, on a pu voir le conseil blanc qui n'est autre, les participants, il y a Gandalf, Elrond, Galadriel et Saruman. Donc il n'y a pas eu Radagast, donc on verra s'il vient plus tard les rejoindre ou s'il vient pas du tout. Et en fait, durant ce conseil blanc, apparemment, il y a quelques scènes de dialogue où on entend justement les participants du conseil blanc parler de la lame de Morgul, du roi sorcier, des hommes du Nord qui ont combattu le roi sorcier, et qu'apparemment ils parlent d'une chose comme une crypte qui aurait été ouverte apparemment. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même excellent en quelque sorte d'élargir un peu le background du film. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce conseil blanc? Moi je pense que c'est une liberté assez exceptionnelle, et je pense que pour moi ça sera parfait, quoi. Parce que certes il prend beaucoup de liberté, Peter Jackson prend beaucoup de liberté, mais franchement celle-là j'approuve. Ouais. Bah, là, il faut dire que c'est vrai que apparemment, ça respecte pas du tout la partie avec les combats contre le roi d'Angmar et compagnie. Mais personnellement, c'est pas quelque chose qui a été trop développé dans les différents livres, peut-être à part dans les annexes du Seigneur des Anneaux. Et j'aime bien l'atmosphère un peu sombre, crypte, catacombe, etc., qui va se dégager. Il faut vous rappeler que Peter Jackson, c'est avant tout un maître de l'horreur et de l'épouvante à la base. Donc c'est une scène qui peut vraiment bien rendre, avec un côté un peu esprit. Moi je tenais à dire quelque chose, c'est que moi j'ai joué au jeu vidéo Bilbo le Hobbit il y a quelques temps, celui qui avait été développé par Ubisoft en 2004 ou 2007, je sais plus. Et dedans il y a un niveau dans lequel on cherche la caverne des trolls, et il me semble qu'on passe dans une des cryptes du roi sorcier d'Angmar ou des choses comme ça. Donc moi ça m'avait étonné de voir ça dans le jeu, je me suis dit pourquoi pas, mais bon là apparemment il y a un lien, je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être, vu qu'on parle d'une crypte avec, il semblerait quand même des cercueils pour les Nazgûl, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez que ça serait, par exemple, le nécromancien qui irait, entre guillemets, réveiller ces Nazgûl? Je pense plus... oui, je pense que oui, c'est lui qui a dû les libérer, quoi. Et d'ailleurs, en plus, là, il porterait vraiment son nom de nécromancien, parce qu'à la base, un nécromancien, c'est celui qui réveille les morts, etc., donc...
Bon, plus littéralement, nécromancien, c'est celui qui lit l'avenir dans la mort. Mais après, ça c'est juste la traduction dictionnaire. C'est vrai que dans les jeux de rôle, c'est plutôt un personnage qui a la possibilité de réanimer des morts et de faire de créer des armées de zombies, des choses comme ça en fait. Donc pour ça. Je pense que le rendu peut être énorme au niveau, surtout, enfin, je sais pas si on aura la chance de le voir en 48 FPS, mais ou même en 3D quoi. Enfin, je sens que l'ambiance va être vraiment incroyable sur cette scène. Ouais, c'est vrai qu'au-delà de la partie 3D, déjà ça sera impressionnant par l'ambiance quoi. Et puis après, petit rajout d'effets de jaillissement, etc. D'ailleurs aussi, c'est précisé que Gandalf, à un moment dans le film, va dans cette crypte du roi sorcier. Donc est-ce que je sais pas si vous vous rappelez la scène qu'on voit dans la bande-annonce, le moment où on voit Gandalf qui a l'air d'être dans des sortes de profondeur ou je sais pas quoi. Ouais, est-ce que ça pourrait correspondre à ça? Il me semble que c'est Dol Guldur, moi ça. C'était à peu près le même décor que Dol Guldur. Est-ce que la crypte est peut-être à Dol Guldur? Oui, c'est ce que je pensais aussi, ouais. Pour pas diversifier trop de lieux non plus. Ouais, mais ça ferait beaucoup d'événements au même endroit. Bah, je sais pas, je sais pas où c'est qu'elle pourrait être cette crypte. Parce que moi je pense que ça pourrait peut-être se construire comme ça. C'est par exemple en fait au début, Gandalf a été envoyé entre guillemets inspecter une crypte, donc il y va. Là il y a Trahin après qui l'attaque, etc. Et je pense que ça pourrait s'emboîter peut-être comme ça quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ou bien peut-être c'est que Peter Jackson va se servir de le départ de Gandalf par rapport quand les nains sont avec les trolls. Pour que Gandalf puisse inspecter cette crypte, puisque ça a l'air d'être dans la même région apparemment, si on en suit je sais plus, il part pas longtemps, il me semble. Donc, ouais, non, pas longtemps, mais peut-être assez, puisque bon, les nains, il reste quand même, je sais pas, une bonne soirée seul. Mais bon, ce qui veut dire quelque part que, à mon avis, en dehors du nécromancien, il y aura aussi les nazis qui auront un rôle qui seront présents un peu plus que ce qu'on pensait, quoi. On pensait même d'ailleurs qu'ils allaient même pas être présents à la. Et ce qui permettra encore de créer un autre lien avec le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est toujours plaisant. Ouais, c'est clair, c'est connexion, quoi. Ouais, voilà. Donc nous allons en venir à présent à Radagast. Donc pendant les 10 minutes qui ont été projetées à la CinemaCon, on a vu Radagast apparaître derrière Gandalf lorsque Gandalf explorait la crypte. Donc première chose que moi j'ai du mal à comprendre, c'est l'aspect, enfin c'est l'apparence de Radagast, qui est coiffé d'un chapeau de forme rigolote apparemment, qui a été dit par Quick Beam, à dominante marron et noire. Donc il est entouré d'oiseaux, etc. Apparemment ils ont fait des dégâts dans sa barbe également et dans ses cheveux. Voilà, il y a un autre... on parle de gros caca. Hein, donc... Voilà, c'est ça. Et dans un autre passage, on voit Radagast sur un traîneau délabré, donc je suppose composé de branches d'arbres, etc. Et qui est tiré par des lièvres. Donc c'est un surdimensionné, attention. Surdimensionné, c'est vrai en plus. Donc un petit peu étonnant, enfin, je sais pas, même carrément déroutant. Et apparemment, le mec, Quick Beam a dit que c'était tellement rapide que il n'est pas certain que c'était Radagast. Mais à part lui, je vois pas qui peut avoir un aspect ridicule un peu. Voilà. Concernant le traîneau, vu qu'il dit quand même clairement qu'il est pas sûr que c'est Radagast, est-ce que peut-être ça pourrait être Beorn, ça pourrait... Ouais, ça sera encore pire, je pense. Il est toujours entouré d'animaux, c'est clair que ça le ferait vraiment pas, mais peut-être, je sais pas. Ou peut-être un caméo de Tom Bombadil. Ouais, c'est ce que j'avais pensé aussi, c'est vrai que ouais. Je pense que Tom Bombadil, même si moi je l'aime pas spécialement ce personnage, même dans les romans, il n'était pas présent dans le Seigneur des Anneaux, et peut-être que du coup il a voulu le faire apparaître dans un endroit forestier, parce que en gros les forêts du Seigneur des Anneaux c'est un peu un tout, elles sont un peu toutes reliées. Donc peut-être que c'est ça, ou simplement en fait il a voulu donner un peu de, injecter un peu de Tom Bombadil dans Radagast, pour faire un peu une fusion entre les deux personnages. Alors pourquoi d'ailleurs dans la crypte? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Déjà, je sais pas où se situe géographiquement. Justement, je pense ce qui fera le lien, c'est que la crypte elle se trouve à Dol Guldur. Comme ça, vu qu'il est à côté, ça pourrait être vraiment ça, quoi. Ou dans les environs, pas forcément Dol Guldur même, quoi. Et près de la forêt de Mirkwood, là où il y a le Rosgobel, la demeure de... Ouais, d'accord. Alors que pensez-vous de la forme rigolote d'un Istar Radagast, quoi. Un être saint qui a créé l'univers, qui a créé Arda. Que pensez-vous de ça? Le chapeau de forme rigolote, à la rigueur, ça passe.
les oiseaux sous le chapeau et le caca dans la barbe et les cheveux, là ça commence à devenir un peu gore, un peu spé. Ah, c'est un hippie. Ouais, voilà quoi. Mais ouais, il manque plus qu'ils sont en train de fumer du chanvre. Puis, En voilà. communion avec la nature. Voilà, c'est un scandale, c'est un scandale. Nous en avions parlé dans le précédent Ouais, on avait peur en fait, et le pire c'est qu'on avait pour pousser un peu le trait, pour faire un peu l'avocat du diable, sorti des hypothèses un peu tordues, mais là Peter Jackson et son équipe nous bat à plat de couture hein, sur ce coup-là. C'est vraiment. En fait, ça fait vraiment il n'y a rien contre les personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, mais là, ça fait vraiment le mec qui s'est barré de l'asile et je supporte pas, quoi. Il est sorti et il a encore une camisole, il a encore les bras accrochés dans le dos, tu vois, les trucs comme ça. Dans le jeu vidéo, la guerre du Nord, on voit un Radagast qui est tout aussi débile, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression la direction qu'ils vont prendre, ça va vraiment être le boulet de service, ça va être ça. Un peu ailleurs, mais là, c'est vraiment le personnage presque comique, quoi. Mais très. Moi, pour l'image que j'en avais du personnage, enfin le peu que j'en avais, c'est vrai que ça devait être le personnage un peu fou, qui était un peu reclus des autres magiciens, qui s'était barré dans sa forêt parce qu'il en avait, il était un peu agoraphobe en fait, et du coup, oui, ça peut convenir. Après, le côté rigolo, je sais pas. Il faut pas à ce moment-là quand même. Là, ils ont voulu garder le côté conte, je pense. Il faut aussi souligner que Quick Beam, en fait, lui précise bien que le personnage est attachant, qu'il n'a pas été choqué. Pourtant, c'est des journalistes de The One Ring, ils sont plutôt puristes dans leur genre. Donc après, peut-être que décrit comme ça fait peur, mais quand le voyant en réalité, c'est pas si saugrenu ou bizarre que ça. Ça va manquer de finesse. Oui, je suis d'accord. Après, il y a rigolo à la, enfin, on va dire à la Narnia et rigolo, on va dire à la Pipin, quoi. Pipin, c'est un personnage attachant et rigolo, mais c'est pas pour autant qu'il est, il est pas crédible. Là, il lui manque plus qu'un petit chapeau bizarre avec des clochettes au bout et ça fait bouffon. Ouais, voilà, là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, mais le personnage, il est vraiment grotesque, quoi. Attends, Radagast qui a du caca d'oiseau sur la barbe, autant eux ils ont vraiment du caca. Le traîneau quoi. Le traîneau ça va faire bientôt. Ho 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 ho. Et puis des lapins géants. Ouais, non, moi honnêtement c'est plus le coup des lapins géants qui m'a choqué. Alors soit les lapins ça va pas être des. C'est peut-être les créatures de Berne, hein. Ah ouais, ça peut être ça aussi, mais. Ouais, mais bizarrement, ils décrivent Béarn comme géant, mais pas forcément ces animaux plus grands que la normale, on va dire. Hein, donc. Ouais, je sais, mais bon, quand même, il y a une dimension un peu surdimensionnée avec Béarn dans tout ce qui fait sa maison, etc. Enfin, moi, quelque part, on voyait une photo à un moment où on voyait Peter Jackson assis sur les marches normalement de la demeure de Béarn, et il avait des légumes à côté de lui, genre le radis, il était aussi gros qu'un navet, quoi. Donc. Voilà, c'est pour ça. Ouais, mais alors ça, c'est peut-être pour avoir la perspective. Ouais, la perspective et puis l'échelle, quoi. Je pense que déjà, par rapport aux marches, les marches étaient surdimensionnées parce que Béarn, c'est un personnage qui doit faire 3-4 mètres de haut. Donc, ça avait l'air d'être proportionnel par rapport à la taille de Béarn, donc on sait jamais, mais. Ouais. Mais c'est l'hypothèse des lièvres de Béarn est possible aussi. Justement, pour en revenir à Bird, moi je pensais qu'ils allaient zapper parce qu'il y a une scène vraiment ridicule en fait avec les animaux de Bird qui servent à table, et je pensais que là ils allaient un peu l'édulcorer, on va dire entre guillemets, et là du coup alors que c'est des scènes qui sont pas présentes, ils nous rajoutent un traîneau avec des lièvres surdimensionnés, un Radagast foufou. Donc j'ai bien peur que la scène du repas de Bird risque d'être retranscrite telle quelle, voire pire que. Bah je trouve ça vraiment dommage parce que moi je pense qu'il y a beaucoup plus aussi entre guillemets vraiment le Seigneur des Anneaux, ce qui était bien dans le film, c'est que ça touchait vraiment tout le monde. C'était pas vraiment le film fantasy un peu gogolito, ouais tiens il y a des monstres géants, oh c'est joli, là c'était vraiment le côté, enfin je veux dire on sentait c'était quand même de la fantasy assez mature, assez sombre. Bon là ok le Bilbo sera un peu plus léger, mais faut pas non plus que ça parte sur on va dire un truc trop léger quoi, c'est je veux dire faut pas non plus en parlant de ça, il y avait une news qui était apparue sur actuciné.com disant que Fran Walsh, qui n'est autre que la scénariste du film, avait affirmé que les deux opus seront plus enfantins que le Seigneur des Anneaux. Ils avaient dit quelque part aussi que justement ils allaient essayer de rendre le récit plus adulte, et là honnêtement plus enfantin que le Seigneur des Anneaux, que le scénario du film. Non, elle avait dit, je crois que c'était au niveau des romans, elle avait expliqué que c'était plus enfantin, d'ailleurs on s'était un peu insurgé à l'époque, mais elle avait dit que, en gros, leur boulot c'était de rendre ça beaucoup plus cohérent, plus mature, etc. Et là, c'est dur à définir pour le moment la ligne de conduite du film, parce que d'un côté, ils rajoutent quelque chose avec cette crypte, qui est quand même quelque chose d'ultra mature et sérieux. De l'autre côté, on a des lapins géants. Ouais, je me demande comment ils vont réussir à faire les transitions.
quel va être... Après, il faut voir comment est amené les lapins géants, parce qu'on a aussi les aigles géants et tout le tralala derrière. Après, c'est vrai que les aigles... ça fait D'accord, mais peur. les aigles... Les aigles, ils existent en fait. Ah ouais, voilà. Bon après, peut-être ça Ça dure choque moins, quoi. 4 secondes sur 2 films de 3 heures. C'est aussi ça, c'est sûr qu'on... Mais imaginez la scène, quoi. Radagast qui débarque sur son traîneau tiré par des lapins géants. Après, il enlève son chapeau, il a un petit nid sous le truc, il a un air... Non, mais franchement, il caché sur la gueule. il faut rester objectif. Je pense que la ligne de conduite et l'identité du film n'a pas encore... on a du mal vraiment à la cerner, quoi. C'est ce que disait Florian. Puis même quand Mais on ça regarde serait pire. les images que le public, comme tout le monde a vu, La moi, bande-annonce, ouais. voilà, la bande-annonce, ça rend pas gamin, quoi. Est-ce qu'il y a dans le thriller, là, la bande-annonce, un truc qui fait vraiment gamin? Ouais, Moi, ouais, oui, si. Bon Moi, dur. si. Bon Ouais, dur. ouais, non. Bon mur, et puis bon, voilà, enfin, moi, Martin Freeman en Bilbo, je sais pas, au début, moi, Ah bah, première ça fait pas partie, gamin, quoi. Ça fait pas vraiment. ah bah, moi, si, il me fait penser à un gamin. Après, moi, je trouve que c'est un peu dommage aussi d'apporter, on va dire, un personnage encore rigolo, sachant que quand même, déjà à la base, les nains seront un peu le côté vraiment marrant du film, quoi. Donc, Surtout bon mur, quoi. je vois pas Ouais, l'intérêt bien d'en sûr, ouais. rajouter à outrance, quoi. C'est un peu débile, quoi. Enfin, On va Ouais, passer du coup, plusieurs scènes voilà. rigolotes à des scènes un peu de baston et tout. parce que j'imagine déjà, Bombur, il va rôter, il va péter, il va faire des trucs un peu. Donc, voilà, Ça va quoi. être un film super scatophile. Si l'autre il a du caca d'oiseau sur la barbe, bah t'as envie de dire c'est les réalisateurs qui ont du caca dans les yeux, quoi. C'est. En fait, je pense Ils ont dû que, fumer des trucs aussi. après tout ce que vous avez énuméré, je pense que ça va être un conte quand même, hein. Ils vont garder cette identité. Et ça rejoint ce que disait Taïeb, Fran Walsh, elle a vraiment dit que ce serait ça, et je pense qu'on va avoir le droit à un truc enfantin, quoi. Et j'espère qu'on aura... Ah, ça, bah ouais, mais fallait s'y attendre aussi, quoi. Hein, quelque part après, comme je le disais dans l'interview, il parlait de rendre le récit plus mature, donc enlever un peu tous les trucs un peu trop gnangnan. Bon, bah, Ouais, bah là, il y a carrément de la contradiction, alors. à ce Ah moment-là. oui, c'est clair, hein, avec tout ce qu'ils nous ont donné comme élément, voilà, quoi. Mais vous allez voir, on va mettre des lapins géants, les adultes, ils vont adorer. par rapport à Radagast et le ressenti des membres de la page, en fait, sur 81 votants, on s'est rendu compte en fait que il y en avait 69 qui avaient entièrement confiance en Peter Jackson, donc qui finalement ne sont pas aussi choqués que nous. Donc voilà quoi, c'est notre ressenti ne reflète pas forcément le ressenti d'une majorité des fans, en tout cas des gens qui attendent le film, quoi. C'est des Donc lapins alors, défiants, en fait. sinon aussi après on a pu voir aussi une autre scène, bah la scène des trolls. Donc apparemment cette scène, alors on a pu voir apparemment qu'elle sera assez aussi comique pour faire la transition avec ce qu'on a dit. Il y aura des passages assez humoristiques. Donc apparemment, alors là c'est une évidence, les trolls ils parlent. Apparemment aussi ils auraient un accent cockney, donc c'est comme c'est décrit classe ouvrière londonienne. Donc ça sera vraiment apparemment une scène un peu aussi marrante, quoi, donc un peu légère. Dans Dans le livre, c'est marrant, donc ça choque pas, mais... il parle À noter que les nains ne restent pas cachés dans les buissons comme dans le film, comme dans le livre, pardon, ils attaquent. Ça c'est Bah, bien. comme on a vu la Il y a ils plus attaquent d'action. en petit groupe, ils attaquent c'est tous les nains qui sautent sur les trolls en fait. Hein, donc. Et En on fait, verra Gandalf faire le You Shall Not Pass comme dans le trailer. Bon, franchement, perso, il y a rien qui me choque, que ce soit au niveau du fait que les trolls parlent, parce qu'en fait, il faut savoir que, sans trop spoiler, Gandalf les fait se chamailler, donc il y a un grand dialogue entre les trolls eux-mêmes, en attendant que le jour se lève pour qu'ils soient pétrifiés. Le fait que ce soit un peu humoristique, ça allait aussi dans le livre, mais c'est léger, hein, c'est pas du niveau de Radagast non plus. Moi, franchement, je trouve que c'est fidèle au roman et tout va bien de ce côté-là pour moi. Oui, et puis la retranscription, en fait, de l'accent cockney que vous le demandiez tout à l'heure, et en fait, ça va être une retranscription de la langue argotique française, donc un parler familier, en fait. Voilà. Mais je pense qu'ils ont peut-être même un petit accent de paysan, on va dire. Ouais, La Peut-être France profonde, on va dire. techno, Moi, ouais. ce qui va être dur, je pense, c'est de s'habituer à des trolls qui parlent. Parce que dans Ah, le Seigneur des Anneaux, bon, il y a le troll des mines de la Moria, qui, bon, lui, c'est vraiment le bas de gamme. Et il y avait les trolls de Mordor, alors c'est vrai que... Ouais, mais bon, quelque part, si tu vas par là, tu peux dire que il existe différents types de trolls, les trolls des cavernes et Ah ouais, ça c'est sûr, hein. les trolls que tu vois, ce sont dans Bilbo, ce n'est pas des trolls des cavernes. Voilà, ils ont un visage plus humain, quoi. Enfin, plus... C'est vrai d'ailleurs, Ils ont un troll petit qu'on accent voyait breton. c'est vrai que ça me choque moins qu'ils parlent, ceux-là. Le troll qu'on voyait dans la Moria, c'était un peu un troll attardé. On voit même par rapport à ses gimmicks, etc. Ses mimiques, pardon. Et par contre, les trolls qu'on voit dans
lors des combats, la bataille du champ des Pelennor, le Moranon et compagnie, ils ont pas l'occasion de parler, donc quelque part, voilà quoi, je veux dire. Ouais, je pense qu'il faut penser aussi que les trolls des cavernes, il faut penser à leur nom, quoi. Ils ont aucun contact avec quelque civilisation que ce soit, donc c'est pour ça que ce sont des abrutis. Tandis que là, en forêt, peut-être que justement, ils sont plus civilisés, entre guillemets, et que justement, ils vont pouvoir parler avec des bribes de langage humain. Alors Moi, dans le colosse des orques de la Moria, le troll, en fait, hein, il est enchaîné, c'est limite comme s'il avait un chien qui lâchait sur des intrus, on va dire, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu ça, ouais. Comme le dit Marie, de toute façon, ils vont pas parler comme des professeurs de français. Ouais, je pense, ouais, aussi là, ça sera un peu obligé. Et puis pas les faire parler, on aurait eu du mal en fait à introduire le débat à la fin pour la fin. Ouais, voilà comment elle aurait évolué la scène sans dialogue, je veux dire. Ouais, Mais d'après la description, la scène a vraiment l'air d'être proche du livre. En rajoutant une dose d'action avec les nains qui attaquent. Moi, je pense que cette scène, il faut pas se faire de soucis. Elle a vraiment... Si on regarde le trailer plus attentivement, après, on peut voir que les trolls, enfin, moi, d'après les cris qui poussent, on est assez près du troll de la Moria. Enfin, moi, en entendant 2 cris des trolls. Ouais, bah, ça une espèce. Il y a un autre truc, c'est que si vous regardez bien, même d'ailleurs, j'avais fait un arrêt sur l'image, je vous le remettrai dans le podcast. Les trolls pétrifiés, ils ont un nez, une bouche. Ils ont un visage un peu plus humanoïde que ce qu'on voit que le troll de la Moria. Donc déjà à la base, dans le Seigneur des Anneaux, c'était 2 races avec des caractéristiques un peu différentes quand même. Donc on n'a pas de souci à se faire sur cette scène, je pense. voilà. Je pense aussi. Moi, ça m'a même rassuré. Alors nous allons venir maintenant à la scène de Dol Guldur. Alors c'est une scène qui montre Gandalf qui explore la forteresse. Tout à coup, Thrain lui saute dessus. Et cette scène, nous avons pu la voir. Nous avons pu voir quelques secondes dans le trailer du film. On a pu en voir la suite en fait, en gros. Bon, ils expliquent en fait, en gros, je pense qu'on aura des mouvements de caméra comme si Gandalf était traqué dans un labyrinthe de pierres sombres. Et en fait, après, on se rend compte que c'est Thrain. Au début, on pense que c'est un ennemi, et finalement, c'est Thrain, le père de Thorin. Là, il va faire flipper ça, là, je sens. Mais ça sera un peu dans l'ambiance un peu de la crypte, de d'Aragog, là. D'Aragog. Enfin, ouais, pardon, excusez-moi. D'araignée. Vous voyez, quand on voit la caméra est à travers les yeux de l'araignée. Là, je pense que ça va être pareil. Ouais, moi aussi. Ça va être le suspense. Voilà. Donc moi perso, j'ai pas de souci à me faire pour cette scène, elle me paraît bien. Même si on rappelle que finalement, il n'y a pas de combat entre Thrain et Gandalf dans le roman, en fait. Et sinon, pour qu'il lui passe la clé et tout ça, vous pensez qu'il va y avoir un sorte d'exorcisme à la Théoden ou Non, je pense qu'il va se battre, il va se faire battre, et à la fin, il va reconnaître Gandalf et il va lui filer toute la paperasse. Moi, je pense que ça va être à la Denethor, il va se prendre un coup de bâton sur le nez, ça va lui faire en place. Non, moi je pense que fuyez pour vos vies. Honnêtement, ils ont voulu forcer un peu le trait, montrer que le personnage il avait été torturé, il erre dans des couloirs sombres depuis on ne sait pas combien d'années, de mois. Il est devenu il a perdu un peu la boule quand même, mine de rien. Il reconnaît pas Gandalf, il lui saute dessus, et je pense qu'au bout d'un moment, une fois qu'il combat et que Gandalf le met à terre ou quelque chose dans le genre. En plus, il faut rappeler une fois qu'il donne la clé et la carte à Gandalf, Thrain meurt, donc il est vraiment, il est au bout du rouleau, quoi, on va dire. Donc, moi, ça me choque pas qu'il y a... Peut-être après un gros coup sur le crâne. Oui, je pense que Gandalf... C'est Gandalf qui va le tuer, en fait. J'espère qu'on va pas être amené à penser que c'est Gandalf qui tue Thrain, en fait. Non, mais il va peut-être pas le faire exprès, tu sais, par l'épuisement et tout, Thrain va peut-être s'effondrer, et puis le combat va se régler comme ça, je pense. Ouais, j'espère qu'on va faire ressortir le fait que, quoi qu'il en soit, Thrain serait mort quand même, quoi. Donc, même quand on regarde dans la bande-annonce, le court passage où on voit son visage, c'est assez, il a rien d'un nain, quoi. Il a le teint verdâtre, complètement, voilà, quoi. Oui, ça devient un zombie. D'ailleurs, dans la première... ouais, ça m'a fait penser à ça, un zombie. D'ailleurs, dans le premier visionnage, j'ai cru que c'était un orc. Alors, c'est David qui m'a dit que c'était un nain. Ouais, il fallait vraiment faire un arrêt sur l'image. Voilà. Alors, la scène de Mirkwood, le scandale de Mirkwood. C'était dans les tabloïds à Londres la semaine dernière. Après le scandale Radagast, ça passe un peu, c'est beaucoup moins intense, on va dire, entre guillemets. Ah ouais, voilà. Donc le duo de cow-boy Toriel Legolas va arriver à Mirkwood. Alors,
on aperçoit donc les nains recouverts de toile d'araignée. Apparemment ils sont en train de se battre et à un moment on voit Legolas qui apparaît et qui pointe une flèche sur Thorin. On voit que ça peut rappeler la scène dans la Lorien où Gimli se retourne et qui voit Haldir en face de lui pointer justement une flèche dans leur direction. Alors je pense que ça sera aussi un petit clin d'œil à cette scène de la communauté de l'anneau. Et on voit Toriel qui arrive en glissant sur le sol. Comme un cow-boy, je vois pas trop comment il pourrait faire, quoi. C'est ça qui m'a un peu... Ou comme Legolas, gouffre de Helm sur son... Ouais, ça peut être ça. Mais alors, sa tenue sera pareille que Legolas, sauf les couleurs, d'un ton plus brun. Et ses cheveux, ils seront châtains, donc peut-être au niveau de la couleur de ses vêtements et de ses cheveux, ça va peut-être faire trop... Il faut préciser qu'apparemment, pour Peter Jackson, les elfes étaient quasiment tous blonds, en tout cas ceux de Mirkwood. Et alors que Tolkien, lui, n'a jamais précisé que les elfes de Mirkwood étaient tous blonds. Donc c'est bien qu'elle ait sa couleur naturelle et puis ça donne un peu plus de différence entre les tenues, les coupes de cheveux, les couleurs de cheveux que au niveau des habitants de Mirkwood, quoi. Je pense que l'hypothèse du surf de Toriel sur Beorn ou sur 2 ou 3 orques à la bataille des 5 armées devient de plus en plus concrète. Moi je pense que je la verrais bien à la limite arriver surfer sur une branche, quoi, à la Tarzan. Non mais tu peux me la faire, si, voilà, ouais, un peu comme ça, quoi. Et puis elle arrive à faire un salto avant pour terminer son... Elle abat 3 araignées dans la volée et puis hop, c'est réglé, quoi. C'est un scandale. Ça va nous sauver. Est-ce que l'arrivée de Legolas et de Toriel, en fait, dans ce passage, correspondrait en fait au moment où les elfes, en fait, saisissent les nains et les emmènent à la forteresse de Thranduil? Oui, je pense. Ouais, mais le problème c'est que ça va minimiser l'action de Bilbo. Parce que dans le roman, c'est quand même Bilbo qui les sauve, quoi. Après, il faut voir si ils arrivent... on va dire... En fait, Bilbo, ça va être un putain de figurant, le mec. il va rien foutre, le gars. En fait, il faudrait voir s'ils arrivent après que Bilbo les ait libérés, ou s'ils arrivent que Bilbo est un peu dans la merde. Là, ils te disent que tu vois les nains en train de courir, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont encore en train de se faire courser par les araignées, donc il est possible que finalement, il y a... Et d'ailleurs, je crois dans d'autres articles, parce qu'il y a eu plusieurs articles qui ont été relayés par rapport aux 10 minutes de la CinemaCon, à un moment, on disait carrément que les Legolas sauvaient les nains des araignées. En tout cas, en fait, ils les libèrent. Il doit être recouvert de toile d'araignée, donc enfin je veux te dire dans le sens où ils vont être dans les cocons. Ensuite Bilbo va faire son boulot, ils vont tomber, ils courent, etc. pour s'enfuir, et là Legolas et Toriel arrivent. Et ensuite ils les ramènent. Ils vont peut-être descendre quelques araignées au passage pour avoir un petit moment de bravoure connaissant Peter Jackson. Mais bon, ce qui est bizarre aussi, c'est que Thorin, normalement, il est séparé de la compagnie à un moment donné. Il doit peut-être s'égarer, peut-être un moment dans la forêt. Et justement, c'est là qu'on verrait Legolas et Toriel tomber dessus, pendant que les autres nains et Bilbon sont en train de se battre avec les araignées. Non mais là, il te parle pas que de Thorin. Et d'ailleurs, quand tu regardes dans les vlogs, tu vois Thorin, il est en train de courir, il est pas tout seul en fait. Normalement, Thorin n'a même pas affaire aux araignées tout court. Donc dans le vlog, c'est vrai qu'il le chope avant, je crois, ou après. Voilà, c'est quand en fait ils sont affamés dans la forêt, et puis qu'ils voient les elfes en train de festoyer, et puis que à chaque fois qu'ils passent le cercle des elfes, la lumière s'éteint et ils sont victimes d'un sort et ils s'endorment. Et Thorin, à un moment donné, en fait, il est séparé de la compagnie et ils se rendent compte à la fin que Thorin n'est pas avec eux. Et dans les vlogs, je m'en suis rendu compte à posteriori, il est couvert de toile d'araignée, ce qui veut dire qu'en fait, il va être capturé en même temps que les autres nains. Bon, en même temps, c'est pas une très grande perte non plus. Hein. Je pense pas que ce soit très grave. Ouais, mais ça pourrait rajouter au désespoir du fait de demander où est Thorin, quoi, en fait. Parce que pendant un moment, les nains, ils se comptent, ils font, ouais, mince, on n'est plus que 12. Il manque un des nains, en plus c'est leur leader. Ils auraient pu jouer sur ce moment, faire un moment un peu dramatique dans le film, et voilà, on a perdu notre chef, où il est passé. Ça, ce qu'on craignait par rapport à Legolas et Toriel, pour en revenir à eux, le fait qu'ils soient un peu cow-boy, olé olé, les kékés, les badass, machin, bah ça a l'air de se confirmer de plus en plus, quoi. Donc et ils auront surtout un rôle important, quoi. On a peur en fait que finalement de simples caméos, ils passent à voler la vedette à des personnages importants. Moi je vous dis, Bilbo il va rien foutre du film, hein. Le mec, il va s'asseoir sur une chaise, il va attendre que ça se passe, et hop. Il fait le marché au début. Ouais, voilà, quoi. Ah non, je veux pas venir. Bah, de toute façon, on va jouer aux devinettes. À la limite, je crois que c'est ce truc important qu'il va faire. Et d'ailleurs aussi, Louis a raison, jolie transition. Il y a aussi une scène qu'on n'a pas parlé, mais qui a été rajoutée apparemment, qu'elle était très intéressante. C'est la scène des énigmes dans le noir, où il y a Gollum qui joue aux devinettes avec Bilbon. Si, t'as Legolas qui va le souffler les réponses à lui. La réponse 1 est...
Tu veux faire appel à un ami? Tu veux faire de... Je vais faire un 50-50, les gars là. Le téléphone à un ami, je vais l'appeler Toriel. Tu veux le super moite-moite. Le coup de bigot à une proximité. Le vote du public et le public. Alors à présent le débat du 48 FPS, débat qui a créé des divergences au sein de la communauté de la page. Le 48 FPS, déjà qu'est-ce que le 48 FPS? En fait le truc c'est que normalement à la base donc ouais voilà une diffusion ciné c'est 24 images par seconde. Une diffusion 3D c'est toujours 24 images par seconde mais 12 par œil. Donc ça pose des petits problèmes de scintillement, de gêne etc. Là en fait ils ont doublé le nombre d'images pour avoir 24 images mais par œil. C'est un peu le principe de la HD. Donc en fait, si vous voulez, une première télé 3D diffuser une image, en fait, on a du 1920 par 1080, mais cette résolution était divisée par 2 pour chaque œil. Et les dernières télé 3D proposent du 1920 par 1080, mais par œil. Donc ce qui fait qu'on a une résolution beaucoup plus importante et une meilleure qualité d'image. Le problème, c'est que justement, on n'est pas du tout habitué à cette fréquence d'image et c'est pour ça que ça a fait débat. Après, faut voir ce que les gens qui ont vu les images en ont dit. C'est vrai que s'il y en a qui ont dit ouais c'est pourri ou alors ça fait mal aux yeux ou quelque chose comme ça, il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Apparemment, il y a des points positifs. Hein. Dans l'ensemble, c'est assez négatif, il semblerait, mais comme vient de le dire Marie, il y a des points positifs sur tout ce qui est décor naturel. Oui, c'est ça, ouais. Il semblerait que le débat, en fait, ce qui pose problème pour le moment, même si le film n'est pas fini, comme ça a été dit, il y a l'étalonnage numérique, normalement, qui n'a pas été fait, je pense, entièrement, mais il semblerait que pour les décors naturels, ce soit vraiment bien. Ce qui pose problème, c'est les décors studio, d'après le... Voilà, c'est vrai qu'il parle vraiment, les panoramiques sont superbes, notamment, à un moment, il parle de la panoramique, une vue d'hélicoptère par-dessus une montagne, on a vraiment l'impression de flotter, au-dessus de la montagne, de ce que dit Quidlim toujours. Après, en fait, il nous dit aussi qu'au niveau des créatures en images de synthèse, on parle de la scène des trolls et de Gollum, malgré le fait que la scène soit pas finie, que les scènes ne soient pas achevées, en fait, on a les créatures, on a vraiment l'impression qu'elles sont parmi nous. Il parle notamment d'une vue un peu aérienne, comme si on était assis dans les arbres pendant la scène des trolls. Et on est vraiment, apparemment, il parle d'une grosse immersion, donc c'est pas complètement négatif. Le problème survient surtout apparemment lorsqu'on voit les décors. Et comme le disait Florian, notre invité, l'étalonnage, que ce soit au niveau de la luminosité et des couleurs, n'a pas encore été fait. Et je pense que d'ici à ce que la correction soit faite, il y aura plus cette gêne, cet aspect toc, cet aspect un peu telenovela comme il disait Espagnol. Et après ce que j'aimerais dire c'est que je vais pousser entre guillemets un petit coup de gueule quoi, parce que je veux dire ce qui m'a un peu saoulé c'est vraiment le côté buzz qui a pris la chose, c'est vraiment qui a pris des proportions complètement débiles. Je veux dire c'est le côté sur apparemment il y en a qu'on voyait sur plein de sites, je vais pas les citer parce qu'on va pas partir sur ce point-là, mais que le 48 FPS était raté, que le film serait peut-être raté. Je pense que le problème du 48 FPS, faut vraiment le prendre sur deux bouts. Faut le prendre sur le premier bout pour se dire, ok, qu'est-ce que ça apportera au film en bien comme en moins bien. Et de l'autre, est-ce que aussi ça va intéresser le consommateur à l'heure où quand on paye une place de cinéma 3D, qu'on paye de l'argent en plus, qu'on a une 3D mauvaise, est-ce que les gens aussi, faut quand même peut-être voir ce qu'apporte cette évolution, parce que je veux dire, si tu payes ta place 10 €, que t'as une 3D merdique, et que là, si on t'apporte une nouvelle 3D qui peut être bien, moi je dis pourquoi pas quoi. C'est. Il y a un truc. Le problème c'est que la Comic Con était composée principalement de la Cinémacom était composée principalement de propriétaires de cinéma. Mais le 48 FPS représente un investissement assez considérable quant aux projecteurs. Et aussi, les propriétaires du cinéma sont assez mitigés. Est-ce qu'ils vont investir pour ces projecteurs là? L'erreur de Peter Jackson a été plutôt stratégique en fait. En gros, il projette 10 minutes à la Cinémacon pour vendre sa technologie et pour que les cinémas s'équipent en projecteurs, comme le dit Tayeb. Et finalement, au lieu de présenter que des scènes qui fonctionnent bien, d'ailleurs je pense qu'ils sont comme nous, avant d'être des réalisateurs, c'est aussi des cinéphiles, ils ont bien dû se rendre compte que sur certains passages ça marchait pas. Comment vous voulez vendre un truc en montrant des scènes qui sont pourries quoi? Je veux dire, c'est un peu con de leur part. Je veux dire, en fait le problème c'est que ça prend une tournure de projet expérimental d'après le journaliste là qui a parlé. Ouais. Et que c'est au détriment, du coup peut-être
du scénario. En même temps, il faut se dire que le 48 FPS, je suis pas sûr qu'il y ait grand nombre de, nous on parle bon, pour la France, mais grand nombre de Français qui vont pouvoir aller voir du 48 FPS. Non mais juste pour dire que les cinémas ne sont pas forcément équipés, quoi. À mon avis, il y aura seulement les salles peut-être IMAX ou vraiment les grosses salles qui seront peut-être équipées. Ouais, les multiplex. Ouais, voilà. Mais le problème, moi, je pense que ce qui me dérange un petit peu avec le 48 FPS, je pense qu'il faut pas non plus l'enterrer, parce que je pense que aussi d'un point de vue investissement, je pense que peut-être les gens qui ont été voir ça, déjà de voir des scènes pas finies, et de plus, faut quand même voir le marché du cinéma. Honnêtement, la 3D, elle est quand même vachement boudée par le plus grand nombre. Et même on peut voir le marché entre guillemets des télé 3D, c'est quand même assez catastrophique. Donc je peux vous confirmer, hein, j'étais vendeur en télé, et ça intéressait pas grand monde à part les gros technophiles et les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc faut se mettre à la place des entre guillemets ceux qui vont investir. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une nouvelle technologie qui est peut-être pas encore prête, qui est vraiment à l'état entre guillemets de bêta, et de se dire que les gens déjà d'un point de vue même, parfois il y a des gens, et je veux dire en majorité les gens, même certains ne savent pas faire la différence entre un vrai film 3D et une conversion, et au final je pense déjà ça parce que déjà il le précise pas. On le voit à l'œil. Mais je pense qu'il faudra vraiment aussi créer un label, quoi. Je veux dire, à l'heure où on est au cinéma, faut quand même un moment arrêter de mentir aux gens, parce que le problème, je pense que la 3D, pour rebondir un peu sur le débat, je pense qu'aussi la mauvaise image de la 3D, c'est qu'aussi la 3D, elle a tellement été mal vendue qu'au final, ça en pâtit sur les ventes, quoi. Je veux dire, quand on te sort, à la limite, ok, Avatar, bon, c'était le premier, voilà, c'était beau, etc. Quoique la 3D n'était pas tip top, parce que je pense que quand les gens pensent à la 3D, ils ont une image futuroscope ou autre. Même les pubs dans les cinémas, les pubs Haribo sont presque mieux faits que le film. Donc, c'est clair, c'est vrai en plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'au final, c'est que la 3D, elle est tellement mal apportée et ça donne tellement une mauvaise image que pour les investisseurs, ça donne vraiment pas envie de sauter le pas pour se dire ouais bon ok, je vais payer un nouveau projecteur, je vais m'équiper à nouveau de ma salle, et au final pour avoir un flop, quoi. Après, je pense surtout que le projecteur utilisé à CinemaCon était un des meilleurs au monde. Ils ont utilisé le top du matériel qui existait. Donc le problème, il y a un réel problème, il vient pas du matériel. Il vient vraiment de la technologie en elle-même. Après, il faut voir, mais c'est vrai que c'était pas finalisé. C'est un peu une erreur stratégique. Moi, je pense en fait que après, c'est comme toutes les nouvelles technologies. Si on regarde les premiers films parlants, les premiers films en couleur et tout, c'est pas ceux qui ont le mieux utilisé leur technique, parce que c'était pas, on va dire, une technique courante à l'époque, comme le 48 FPS devra encore faire ses armes actuellement. D'ailleurs, dans un des journaux de production, on voit une interview d'une maquilleuse qui dit que son travail a totalement été révolutionné, parce que avec la 3D et le 48 FPS, elle doit faire beaucoup plus de travail sur le réalisme des perruques, parce que ça, justement, sinon ça fait toc en fait. Et apparemment, d'ailleurs, Peter Jackson a même réagi 2-3 jours après. Il a dit, il avait fait une allégorie avec le poisson, je sais plus c'était quoi. Qui a expliqué qu'en fait il y a des gens qui aiment le poisson et des gens qui n'aiment pas, donc en gros il voulait dire qu'il y a des gens qui vont peut-être adorer le 48 FPS comme d'autres qui vont vraiment le détester, quoi. Ouais, mais après je crois qu'il faut pas non plus déifier. C'est pas parce que c'est Peter Jackson que le mec il peut pas faire d'erreur, quoi. C'est Peter Jackson, le mec il fait forcément que des trucs bien. C'est un peu jouer les fans neuneux, quoi, de dire ouais Peter Jackson il peut pas faire d'erreur, tout ce qu'il fait c'est bien. S'il met un tutu rose à Taurine, c'est bien, c'est parce que il y a une logique dans tout ça, et t'as la grosse Philippa qui va nous expliquer que il y a une raison logique. Ne tente pas le public féminin, s'il te plaît. Mais d'ailleurs, on a un avis moins mitigé de la part de Douglas Trumbull, qui est le maître des effets spéciaux à Hollywood. Il a notamment dit, lui qui a même fait des tests à 72 images par seconde, qu'on pouvait faire cohabiter le 24 au 48. Alors le 24 étant pour des scènes plus intimistes et le 48 pour des scènes d'action. Donc est-ce que Peter Jackson pourrait faire ça, faire cohabiter le 48 images par seconde et le 24 images par seconde? C'est sûr qu'en post-production ce serait un travail considérable. Je pense pas, c'est juste changer le format au niveau de la sortie vidéo. C'est pas non plus c'est comme quand tu regardes un film en 3D, et des fois t'as des passages vraiment en 3D, et il y en a d'autres, limite des fois tu lèves tes lunettes pour te dire c'est en 3D ou c'est pas en 3D, c'est moi qui ai un souci avec mes yeux, mes lunettes elles déconnent. D'ailleurs on peut aussi expliquer aux auditeurs que apparemment le film va sortir en 6 versions. Donc déjà ils savent déjà d'avance que le film va pas être diffusé partout en 48 FPS. Donc apparemment il y a plusieurs versions qui vont être proposées. Donc je pense que ça c'est un plus à ne pas non plus blâmer, parce que comme ça tout le monde pourra avoir entre guillemets sa version, quoi. 6 versions VF après, parce qu'après il y a les versions VO aussi. Le problème c'est qu'à trop vendre une technologie en disant que c'est amazing, awesome et tout patatras,
des fois les gens sont déçus quoi. Et c'est vrai que de la part d'une pointure comme Peter Jackson, en tout cas au niveau communication sur ce coup-là, il s'est planté quoi. Mais bon. Peut-être qu'il est allé trop vite, je pense aussi. Et d'ailleurs, John Ho, dans l'interview qu'il nous a rendu, n'était pas unanime dans son avis sur le 48 FPS. Et c'est un illustrateur, donc il a quand même un certain savoir sur la vision, quoi. Là, le truc, c'est qu'en fait, on rejoint un peu la vie de Quick Beam sur le fait qu'il n'a pas envie de regarder un film expérimental. Il a envie de profiter du film en lui-même, au-delà de la technologie utilisée, en fait. Parce qu'aussi on peut dire bon ok c'est vrai que faut pas non plus partir sur le côté oui voilà quand on dit une chose de bien entre guillemets sur Peter Jackson, faire l'amalgame de dire que tout ce qu'il fait est bien. Je veux dire que là bon il a au moins l'audace entre guillemets de lancer une nouvelle technologie, même si c'est déjà une technologie existante, disons qu'il essaye de l'améliorer. Après ok il y aura peut-être des petits accrochages, mais à l'heure où le cinéma est complètement en léthargie, en train de se recroqueviller sur lui-même, et vraiment le cinéma de nos jours, mais franchement pour les jeunes générations à venir ça fait peine à voir quoi. Je veux dire on a l'impression que en fait de nos jours le cinéma même en 3D je veux dire c'est vraiment c'était mieux avant, regarde si on ressortait Jurassic Park en 3D, si on ressortait je sais pas moi Madame Doubtfire en 3D. Je veux dire à un moment faut aussi le but du cinéma je pense d'un film c'est vraiment d'être plongé dans l'action. Alors après on verra si vraiment c'est le côté comme tu disais David, le côté vraiment hollywoodien. It's amazing, oh yes, it's amazing director. Tu vois le côté vraiment un peu vraiment débile. La promo à mort de notre film. Oui voilà, donc ça faudra voir vraiment s'ils ont pas trop joué là-dessus quoi, parce que c'est vrai qu'au final à toujours en mettre trop, au final ça peut être qu'une déception. Bon, mais je prenais l'exemple d'Avatar où en gros pourtant c'est un des films presque les plus réussis en 3D, à part peut-être les tout derniers qui sont sortis. James Cameron nous avait tellement vendu le truc comme quoi il avait attendu genre 3 à 4 ans, voire 5 ans, ça faisait 6 ans qu'il voulait faire son film et que la technologie n'était pas assez mature, blablabla. Il parlait de la 3D essentiellement. Et finalement, vous allez voir Avatar, en fait, c'était sympa. Moi, j'ai trouvé que c'était un bel effet cosmétique, mais moi, je pense que, tu vois, par exemple, vous passez de la cassette vidéo au DVD, peut-être putain, mais voilà, j'ai plus jamais envie de ma vie de regarder une cassette vidéo, quoi, parce que la qualité, elle a rien à voir, quoi. Vous passez de la HD de la SD à la HD, effectivement, c'est bluffant, quoi. Mais franchement, passer de la 2D à la 3D, vous faites, c'est sympa, mais ça me donne pas envie d'investir dans une super télé qui coûte la ça dépend aussi de l'habitude des gens. C'est ce que disait John Ho au début. La 3D, ça a fait fuir les gens. Après, Avatar, etc., a beaucoup plu et ça a fait un carton, quoi. Moi, je suis pas en tant que technophile, je suis pas c'était bien mieux. Mais je suis technophile, donc j'aime bien les nouvelles technologies, j'aime bien avoir des nouveautés. Mais finalement, quand on nous vend du rêve et puis qu'on tombe sur un truc, quelconque. Après, je pense que c'est l'utilisation de la 3D, on va dire, Avatar, ça aurait pu lancer la 3D. Parce que Avatar, c'était pas quelque chose de nul. Bon, après, le scénario, j'en parlerai pas parce que ça, les avis sont partagés. Mais, point de vue effets spéciaux, alors on pouvait dire, oui, ça peut être mieux que la 2D. Après, ils ont commencé à sortir les chocs des titans, les machins, les patins bouffins. Dernièrement, j'avais lu Avenger et la colère des titans, donc le deuxième épisode. On passe sur le scénario, mais je trouvais, pour une fois, que la 3D était bien exploitée. J'avais vu des films où vraiment, genre Toy Story, Thor, je crois, on vous dit que c'est en 3D, mais vous êtes en train de lever vos lunettes tous les 2 minutes à vous dire mais tout simplement parce que ils se foutent de la gueule du consommateur, c'est de la conversion. Donc j'ai vraiment envie de dire aux gens, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Oui, la conversion c'est peut-être une possibilité, la conversion c'est de la merde. Tu vois, c'est vraiment le côté, c'est vraiment entuber le consommateur, parce que je veux dire, c'est vraiment honteux de nos jours de vendre un film en 3D, sachant que celui-ci est vraiment bricolé. Je vois Star Wars 3D qui a été sorti ou même d'autres, c'est honteux. On te fait payer une... En gros, tu dis que il faut s'assurer avant d'aller voir un film en 3D que celui-ci n'était en tournée qu'en 3D. Et ça soit pas une conversion, c'est ça. C'est ça le problème. En fait, je pense qu'il faudrait vraiment que soit entre guillemets les spectateurs entre eux se le disent. Mais c'est vrai que honnêtement, vraiment ceux qui s'occupent de la com du film, ils n'en parlent pas du tout parce que ils veulent vendre vraiment leur film en tant que vrai 3D, alors que leur film n'est pas en 3D. Et c'est là vraiment qu'il faut vraiment pousser un gros coup de gueule, même boycotter les films, parce que vraiment c'est se fout de la gueule du monde, quoi. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des sites en fait qui s'occupent essentiellement de la critique des films et dire c'est un film en 3D, est-ce que la 3D elle est sympa ou pas, quoi. Parce que tu vois, David, tu me citais The Avenger, Colère des Titans, tu vois, ça c'est des vrais films tournés en vrai 3D natif. Ce que tout à l'heure disait Louis, même toi, Toy Story,
Thor, etc., ou même le choc des Titans le premier, c'était de la conversion. Et au final, le film est vendu en tant que 3D, et au final, bah si le film t'a pas plu, tu dis mince, putain, j'ai dépensé de l'argent en plus, et c'était En vraiment... même temps, on n'a pas à se soucier de ça pour Bilbo, vu que les caméras c'est tourné en 3D. Enfin, c'est déjà. Ouais, mais pas tout le monde le sait, les puristes le savent, mais bon. Et l'idée du label, c'est franchement, je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Moi, je reprends l'exemple de ma carrière de vendeur. Au début, en fait, de la HD, il y avait des télés, en fait, il n'y avait pas vraiment de label, donc on vous marquait télé compatible HD, télé prête pour la HD, et en fait, vous pouviez acheter une télé en pensant qu'elle était prête pour la haute définition, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment encore de support, il n'y avait pas de Blu-ray, il n'y avait pas d'HD DVD, il n'y avait pas vraiment de chaîne qui diffusait en HD, et finalement, vous vous rendez compte au final que vous n'aviez pas la connectique adaptée. Et au bout d'un moment, en fait, les constructeurs se sont mis d'accord, on dit voilà, on fait un label, ça s'appelle HD TV, HD Ready. Donc en fait, il y avait le HD TV 720, HD TV 1080 qui répondait à certaines normes, et ils devraient faire exactement pareil avec la 3D pour que les gens sachent tout de suite à quoi ils ont affaire, quoi, en fait. Honnêtement, si je vous demande à chacun votre tour, quel film 3D entre guillemets vous avez soit aimé ou soit qui aura retenu votre attention, honnêtement. Pas grand chose. En fait, un avis unanime est impossible à trouver, je crois, là, c'est impossible. Moi, c'est la pub Oasis, c'est la pub Haribo. Voilà. Voilà, et moi, on va dire, c'est pas, pour la 3D, et pas pour le scénario, ce serait Avatar. Pour le scénario et pas pour la 3D, ce serait Saw. Mais bon, après, voilà. Donc, voilà, quoi. Il n'y a pas encore vraiment ce film, on va dire, ce gros film AAA qui va donner vraiment envie aux gens entre guillemets, de se dire, waouh, la 3D c'est génial, je vais m'acheter une télé 3D chez moi pour revivre la même chose. Il n'y a pas encore ce gros truc, quoi, qui fait que... Ça sera Bilbo, quoi. Moi, j'ai l'impression que vraiment la 3D c'est un truc un peu commercial qui est poussé, si vous voulez, en fait, au niveau taux d'équipement, les télés maintenant, de toute façon, indirectement, le cinéma, ça sera pour plus tard, on pousse une technologie au cinéma pour la réadapter, dans les foyers et pour pouvoir vendre des télés. Le problème, c'est que maintenant, les télés, il y avait eu un gros boom à une époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient équipés en télé HD. Et maintenant, le marché stagne. Donc, ils essayent de trouver des nouveautés technologiques, donner envie aux gens de se rééquiper. Et le problème, c'est qu'ils poussent trop leurs trucs, ils ont trop envie d'en vendre, ils parlent trop de 3D et pour l'instant, il y a pas grand monde qui est convaincu par la 3D tout court. Que ce soit et d'ailleurs, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que le film Bilbo n'apportera pas spécialement que la 3D en plus. Alors déjà, il y aura la 3D, le 48 FPS, et il y aura aussi la haute définition. Je crois que c'est le 5K si je dis 4K. Pas de bêtises, 4K. Donc ça aussi, il faudra voir ce que ça donne en termes d'image sur les cinémas équipés, quoi. Donc au final, le film apporte quand même plusieurs vraiment innovations, quoi. Ça, comme je l'ai expliqué, en fait, si vous voulez, c'est le 4K, c'est du Full HD x2 par œil. On peut dire aussi, c'est qu'apparemment, en fonction de cette technologie qui va utiliser la nouvelle, ça va améliorer aussi le contraste et la luminosité. Donc c'est vrai quand on voit les films 3D de nos jours qui sont assez ternes, parfois quand on retire les lunettes, on se dit ah ouais, mais par exemple le meilleur exemple c'est Avatar qui était super joli avec des très belles couleurs, et quand tu mettais tes lunettes 3D, t'avais un truc beaucoup plus terne et beau. Et est-ce que peut-être ça va un peu gommer cet aspect-là, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, je vois. Après, ce sera à chacun de décider de la façon dont il veut voir Bilbo, je pense. Mais je pense que si la colorométrie est corrigée, ajustée, ça va être génial, quoi. Après, je pense qu'il y a toujours, comme tu as dit, il y a 6 versions du film. Il y a aussi la version traditionnelle en 2D, en 24 images par seconde. Alors après, les gens qui seront allergiques à cette nouvelle technologie, il y aura quand même un format pour eux. Après, je sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà vu un film en 3D et l'a vu ensuite en 2D. Pour moi, j'ai pas fait ça parce que le cinéma ça coûte cher, mais bon. Ça m'est arrivé, justement, Avengers, j'ai vu en 2D, en 3D. En 3D, il y a des petits effets sympas. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, certains effets, en fait, par la perspective, sans parler de 3D, on arrive à retranscrire quand même un effet pseudo 3D. On a vraiment une impression de relief quand même. Pas autant qu'en 3D, mais... Donc voilà, ce qui peut rassurer, c'est que le format traditionnel peut donner bien aussi si le format expérimental est une catastrophe. Parce qu'en fait, Bilbo, ce sera le premier film en 3D et 48 FPS, si j'ai bien compris. Ce qui est marrant, c'est que le film a été pensé pour la 3D, donc je pense que par rapport à certaines scènes, surtout des scènes qui ont été truquées, des scènes des araignées, des choses comme ça, je pense que si ça a été étudié pour le 48 FPS avec des effets de jaillissement super sympas, ce serait presque dommage de voir la version 2D, quoi. Après aussi, il faut voir le côté étudié pour le 48 FPS. On va dire Avenger, la 3D elle était déjà avant Avenger. Le 48 FPS il était pas avant Bilbo, donc étudier
techniques pour le 48 FPS, voilà, ça reste un peu expérimental. Soit on va se retrouver justement avec un projet expérimental qui va rendre plastoc, soit on va avoir un truc magnifique qui va révolutionner le cinéma. Donc on avait aussi fait un sondage sur le 48 FPS et en fait la sensation qui s'en dégage, c'est qu'en fait les gens restent confiants et qu'ils pensent que les défauts qui sont présents, qui étaient présents dans les 10 minutes projetées à la CinemaCon vont être corrigés d'ici là. Et certaines personnes aussi, donc là on est à 57 votes pour cette proposition, et il y a 18 personnes en fait qui pensent que la 3D n'était pas indispensable, et le reste en fait est un peu minoritaire au niveau des propositions. Donc voilà, les gens en règle générale, qu'ils soient pour Radagast ou 48 FPS, sont très confiants. Peut-être trop, on verra. Alors pour clore ce débat, nous allons venir au chapitre questions-réponses. Parkinson's. What is Parkinson's? Precious. Alors, nous allons répondre à 5 questions. La première étant, est-ce qu'on verra dans le Hobbit le roi Thranduil? Si oui, dans lequel des deux films? Quel sera son rôle et quel acteur l'incarnera, pardon. Cette question est de Idriss Cherka, oui. David, je te laisse. Mon cher Idriss, sache que Thranduil a été casté depuis quasiment le début du projet en fait. C'est un des premiers acteurs à avoir été casté d'ailleurs. Il sera joué par Lee Pace. Donc je rappelle que Thranduil est le père de Legolas. C'est le roi de Mirkwood. Donc logiquement Legolas est un prince. Il sera de toute évidence présent dans les deux films parce que apparemment si la césure se situera après Mirkwood, donc il sera présent. Attention, il y aura peut-être un peu de spoil. Donc dans la forêt de Mirkwood, mais aussi à la bataille des 5 armées. Alors en deuxième question, nous avons: pensez-vous que le cri de Willem, apparaissant 3 fois dans la première trilogie, sera présent dans les deux films de Hobbit? Cette question est de Pierre de Benoît. Alors qu'est-ce que le cri de Willem, pardon? Lucien va nous faire une démonstration. Alors oui. Très imitation, en fait, le cri Wilhelm, c'est un cri qui vient des années 50, qui a été réutilisé dans des tas de films. On peut l'entendre dans les Star Wars, notamment, pour les trois, dans la trilogie. Alors, il me semble que c'est Ugo Fodorel, un Rohirrim, un guerrier du Gondor qui se fait jeter par un Nazgûl et un Haradrim qui se fait jeter de l'Olifant par Legolas. Alors bon, après techniquement c'est juste un octave, une descente d'une carte. Après après je pense que vu que Peter Jackson l'a utilisé dans les 3 de la trilogie, dans les 2 d'ailleurs, les 2 derniers, il devrait l'utiliser au moins une fois dans Bilbo le Hobbit. Ouais, bon après c'est un gimmick qu'on retrouve dans beaucoup de films de fantastique, donc pourquoi pas dans les Indiana Jones et Star Wars, dans des westerns apparemment. Ouais, à l'origine c'est dans la bande son du film Les Aventures du Capitaine Wyatt de 51. Alors, une nouvelle question de Benjamin Varin. À votre avis, est-ce que les scènes présentes dans le 3e tome du Conte et les gens inachevés, l'expédition d'Erebor, le chapitre l'expédition d'Erebor, ainsi que les événements relatés dans l'annexe La lignée de Durin figureront dans le film? Alors, pour ma part, je pense que, c'était déjà prévu. Déjà, le fait que Hazel soit casté, on sait déjà que donc ce qui est dans les annexes, donc c'est les enfants de la lignée de Durin en tout cas, les annexes du Seigneur des Anneaux figureront bien. Donc c'est là où on voit la bataille d'Azanul-Bizarre. Concernant les chapitres, le chapitre qui se trouve dans les Contes et légendes inachevées, le 3e âge. Donc en fait on voit comment Gandalf a rencontré Thorin, l'a un peu poussé à aller récupérer son trésor et à inclure Bilbo dans l'aventure. Ça je sais pas, je pense que oui, vu qu'ils ont quand même 2 films pour développer Bilbo le Hobbit, je pense qu'ils auront le temps d'inclure ces chapitres. Je pense que par exemple la scène où Gandalf il rencontre Thorin, c'est à Brie je crois. Si je me trompe. Il me semble, ouais. Je pense pas qu'ils vont la faire, ça ferait un peu redondant par rapport à quand ils sont au début chez Bilbo. Bah là c'est plus en fait il rencontre Thorin et il entend parler avec ses amis les nains de son trésor, blablabla, et là en fait il se rappelle qu'il a la carte et la clé et il s'en sert justement pour servir ses besoins aussi, donc on verra. Là je pense pas que ça nécessaire. Bon, je pense que pas tout sera, sinon ça serait un film de 14h30, mais c'était déjà prévu, donc oui, certains choisira, et des scènes y sont, comme voilà. Ouais, certaines. La bataille d'Azanul-Bizarre, c'est sûr. Ça fait assez longtemps que j'ai pu lu quand il en est achevé, mais l'expédition d'Erebor, oui, ça y sera. Faut rappeler un truc, c'est que l'expédition d'Erebor, en fait, finalement c'est la quête de Bilbo le Hobbit, et que dans le chapitre qu'il y a dans Contes et légendes inachevées, on parle aussi de Trahin.
captif dans la forteresse de Dol Guldur, etc. Donc ça aussi, on sait que ça sera bel et bien présent. Donc, d'ailleurs, on l'a vu dans le trailer et on en a entendu parler dans les 10 minutes de la CinemaCon. Donc la réponse est oui pour... Oui, partiellement. Voilà. Oui, partiellement. Il y avait une dernière question en fait de Amir Abdelghani qui nous demandait en fait à votre avis au début du premier film on aura une intro comme dans la communauté de l'anneau. Donc il veut parler bien sûr du prologue qui est une référence directe au Silmarillion où on voit la bataille de la dernière alliance au début de la communauté de l'anneau. Il y avait une introduction, vous pensez que ce serait quoi? Moi je penche vraiment pour bon là il y a un peu de spoil aussi, le moment où Smaug attaque la région des rebords et Dal quoi en fait. Je pense pas que dès le début ils vont faire ça, c'est impossible. Moi je pense qu'ils vont garder le suspense justement de Smaug jusqu'au bout. Oh, sans le montrer sans montrer une ombre ou quelque chose comme ça. Ouais, une ombre, une aile. Tu vois le sol, tu vois l'ombre de Smaug qui passe par-dessus, tu vois un jet de flamme, tu vois les gens qui courent dans tous les sens. Limite tu vois une aile ou un bout de queue, une connerie comme ça, mais sans plus quoi. Quel intérêt en fin de compte vu qu'on va en parler à la fin? Pardon? Quel intérêt de voir un bout de queue, je sais pas. Ouais, mettre dans l'ambiance. Bah voilà, pour dire voilà, l'ennemi principal c'est. Moi je suis pas d'accord. Hein. Je pense pas. Moi je suis d'accord avec David. Moi pour le début je verrais plutôt autre chose. Je verrais plutôt en fait on commence déjà. Faut rappeler aussi aux gens que c'est entre guillemets c'est le préquel du Seigneur des Anneaux. Donc je verrais plutôt le début commencer. On voit la comté avec Ian Holm vieux, âgé quoi, et il y a Frodon qui va je sais pas à cul-de-sac ou etc. Et après il y a Ian Holm, enfin le vieux Bilbon qui dit alors Frodon je vais te raconter mes histoires, je t'ai pas tout dit. Et après là on verra une sorte de morphing entre Ian Holm et après le jeune Bilbon et peut-être ça commencerait là. Le prologue il est pas obligé de se situer tout de suite dans les premières minutes du film. On peut être aussi sur un prologue quand Thorin débarque et commence à raconter son histoire. On apprend ce qui est arrivé à la famille de Thorin. D'ailleurs je crois que tout dépend après ce que t'appelles un prologue. Si t'appelles ça plutôt l'intro du film ou oui c'est l'intro du film. À mon avis il voulait plutôt dire ça dans cette direction quoi. Comment le film commence dans quelque temps. Oui bon après moi je pense que ce sera quand même dans les premières minutes où on aura un gros flashback sur justement l'invasion des rebords par le dragon. Moi je verrais peut-être plutôt ça dans le 2 moi. Ouais, mais bon, pour nous mettre directement dans l'ambiance du film et en plein cœur des histoires, je suis de l'avis de David quoi. Moi ça me paraît bizarre, c'est vraiment le truc pour annoncer le pitch quoi. Pourquoi les nains ont la haine, pourquoi ils ont envie de récupérer leur trésor, quelle est leur motivation quoi. Le mettre dans le deuxième film au bout d'un moment voilà quoi. Et en même temps, dans les 3 films du Seigneur des Anneaux, il y a une intro. Bon alors notamment celle de la communauté de l'anneau. Après, bon voilà la chute de Gandalf dans le 2 et l'histoire un peu sur l'histoire de Gollum dans le 3. Voilà, c'est des petites intros, mais bon après moi je vois bien ça en fait. Donc l'invasion des rebords par Smaug. Ensuite en fait on enchaîne sur Bilbo qui est en train de raconter son histoire à Frodo. Au moment en fait où Gandalf sort la carte et la clé, on a un petit flashback, celui qu'on voit, en fait on voit dans le trailer Gandalf attaqué par Thrain et la façon dont il a récupéré la carte. Et peut-être en ce qui concerne la bataille d'Azanul-Bizarre, ça le voir dans le deuxième film, quand on évoque Dain ou Bolg. Oui c'est vrai. En même temps il y a plein d'hypothèses possibles, donc oui il y aura sûrement une introduction, après c'est trop flou, on peut pas savoir exactement ce que c'est. Et en tout cas pour moi il y aura un prologue entre guillemets, je veux dire, le gros flashback sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi les nains partent en expédition. Ce sera indispensable pour surtout les publics néophytes. Hein. C'est une analogie, si vous regardez bien le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, ça commence pareil, on a une scène super sombre avec une guerre qui se passe à l'apogée du pouvoir de Sauron. Tout d'un coup on passe sur l'anniversaire de Bilbo avec des petites musiques et des petits hobbits tout rigolos, et puis après ça redevient sombre au fur et à mesure quoi. Ouais ce serait le même truc, mais après moi ce que je me demandais c'est dans la communauté de l'anneau, il y a Galadriel qui conte l'histoire d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait ça dans Bilbo le Hobbit, et dans ce cas, quel personnage ferait le conteur? Alors apparemment ça avait été expliqué, vraiment c'est pour ça que j'ai dit pour Bilbon âgé, parce qu'apparemment c'était expliqué que vraiment le narrateur ce serait Bilbon âgé dans l'histoire entre guillemets. Je pense que ce serait le plus logique quelque part. Ouais. Donc apparemment ce sera plutôt lui qui va être... déjà au début du trailer on voit Bilbo dire ouais je t'ai pas tout dit donc je vais tout te dire etc. en anglais. Je sais plus trop les traductions, donc c'est fort possible que le conteur soit Ian Holm. Oui, mais d'une certaine manière, Bilbo, il est le conteur, mais de son histoire. Après, ce qui s'est passé à Nazgûl-Bizarre et tout ça, est-ce que ce serait pas plus quelqu'un de plus érudit que Bilbo?
Voilà, Gandalf, Gareth peut-être Bale. Elrond, quand ils arrivent chez Elrond, pour qu'il ait un rôle un peu plus, parce que c'est un maître du savoir, il a des millénaires et des millénaires, il a vu de nombreux âges, etc. Donc ça peut être aussi lui qui compte cette, surtout peut-être la partie Azanul Bizarre ou autre. Ou Thorin. Des personnages emblématiques, on va dire. Donc oui, il y a une introduction, mais trop d'hypothèses pour l'instant pour formuler quelque chose de sûr. Une dernière question qui est de Pierrot Girard. Les nouvelles régions en territoire nain seront-elles proches esthétiquement de la Moria, ou bien la différence sera-t-elle aussi nette qu'entre les Rohirrim et les Gondoriens? Alors, ce qu'il veut dire, à mon avis, par là, c'est, étant donné, est-ce que on a deux civilisations naines différentes, entre, les nains de Thorin et les nains de la Moria, peut-être, déjà, dans un premier temps. Moi, je pense quand même qu'ils ont gardé ces traits assez géométriques qui font l'identité des nains. Les nains. Bon, à savoir que par rapport à tout ce qui est civilisation elfe, qui est plus en courbe, etc., arrondi, là on est sur quelque chose de plus pointu, carré, etc. Je pense que ça ils vont le garder. D'ailleurs, je crois que Alan-Lee, il avait changé son trait parce qu'à l'époque Cavenin n'était pas si géométrique, c'était des colonnes arrondies, etc. Et après, il a essayé de garder la même symbolique à travers. C'était vraiment pour accentuer le design des différentes civilisations entre elles. Il l'explique très bien dans les bonus d'ailleurs. Ouais, l'aspect un peu brut de décoffrage des nains. Très très anguleux, vachement des grandes lignes droites avec des cassures. Déjà, il suffit de voir l'écriture des nains, on le pouce doux, quoi. C'est pas des lettres en Kenya ou en Sindarin, quoi. C'est vraiment des. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment des. C'est à l'image des nains qui sont eux-mêmes mal dégrossis, comment dire. Voilà. Bah c'est vraiment des tranches brutes, c'est comme eux, quoi. C'est. Et attention à ce que vous allez dire. Je veux dire que leur écriture et la symbolique aussi de leur personnalité, c'est une analogie par rapport à leur caractère, leur mode de vie, etc. C'est beaucoup plus russe, très rudimentaire de vivre dans les grottes, etc. que justement les elfes, etc. qui ont une écriture beaucoup plus subtile et fine parce qu'ils vivent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, on avait vu aussi, je sais pas si vous vous rappelez des clichés, que c'était dans une sorte de studio pour le film où on pouvait voir qu'il y avait des colonnes. En effet, ouais. Donc ça, on voit que ça va vraiment reprendre le même style que la Moria, quoi. Oui, c'est fidèle, hein. En version quand même pas aussi détruite, quoi. Il y aura quand même. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, c'est il faut garder la continuité dans l'aspect visuel de la Terre des Milieux. Ce serait bête de partir sur quelque chose de complètement différent. Nous pensons vraiment que Alan-Lee et John Hogg garderont la même image des nains que l'on voit dans la Moria. Après, c'est sûr que par rapport à la Moria c'est quand même une caverne assez sombre, assez privée de lumière. Erebor, c'est beaucoup plus ouvert apparemment. Et... Non, c'est parce que c'est la Moria qui a subi un assaut, mais dans le Seigneur des Anneaux, Gimli dit que c'était quand même un endroit assez splendide, assez beau, quoi. Voilà. Oui, non, pas par des torches peut-être, mais bon après Erebor, ça me paraît peut-être plus ouvert par rapport à tout ce qui est ouverture extérieure, je pense. Erebor, c'est de la caverne aussi, hein. C'est pareil. C'est de toute façon, ils vivent dans des grandes grottes qu'ils ont aménagées et qu'ils ont éclairées. Et bon, de toute façon, l'un comme l'autre, que ce soit la Moria ou la région d'Erebor, qu'on va les voir, qu'on les voit dans les films, ça va être au moment où ils sont détruits, décrépits, il y a plus de lumière, il y a plus rien. Donc on verra pas l'aspect joli d'Erebor, si peut-être dans un prologue, quoi. Alors, c'en est fini de ce podcast. Nous vous remercions beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des j'aime ou à commenter, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook et sur la page YouTube. Alors, nous avons d'ailleurs une page Twitter et une chaîne Dailymotion. Et Vimeo aussi. Nous ne faisons pas de racisme envers les réseaux sociaux. Pas de ségrégation sociale. Voilà. Alors, nous vous disons au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao. In a hole in the ground, there lived a hobbit